sommes le samedi 1er novembre, il est près de 14 heures à Paris, et je voudrais revenir sur un sujet, on pourra peut-être un peu d'être sadique, sur le sujet de ce que les Anglais doivent, de ce que la langue anglaise doit à la langue française. J'arrive pas à oublier ce phénomène majeur, et qui certainement ne pourra pas être éclipsé au XXIe siècle, pour des raisons diverses. Il y a une dette de l'anglais par rapport au français. Le mot dette vient de l'idée de devoir, debt en anglais d'ailleurs, D-E-B-T, D-B-O en latin. Et comment se fait-il que l'anglais se soit aussi lourdement endetté à l'égard du français? L'endettement est toujours un signe, une marque de complexe d'infériorité, un sentiment de manque, un sentiment d'insuffisance. Quelqu'un qui est autosuffisant ne s'endette pas. Donc l'anglais a développé un complexe d'infériorité, un mimétisme par rapport au français. D'ailleurs, le français par rapport à l'italien avait parfois un phénomène un peu comparable, pas du tout dans les mêmes proportions. Et il y avait une volonté de s'approprier quelque part le français. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, j'ai sur ma table 3 ouvrages majeurs. La Bible, dans sa traduction anglaise, qui date du début du XVIIe siècle, Jacques King James, comme on dit. Et les œuvres complètes de Shakespeare, Complete Works of Shakespeare, et puis les œuvres complètes de Conan Doyle, du moins l'œuvre concernant Sherlock Holmes. 3 monuments de la littérature anglo-saxonne qui s'échelonnent entre le début du XVIe et le début du XVIIe et le début du XXe siècle. Et ces ouvrages-là, si vous supprimez les mots d'origine française, ces ouvrages-là n'existent plus, tout simplement. Ils s'évaporent. On est loin des quelques anglicismes, des quelques mots franglais que condamnait Étiamble dans les années 60, parlez-vous franglais. C'est assez intéressant. Je prends toujours l'exemple de personnes qui toussent. Elles toussent quand on tousse et qu'on est en bonne santé et qu'on essaie de se défendre. Mais quand on est complètement malade, on ne tousse plus. C'est un peu le cas de l'anglais. Le français, quand il y a des emprunts, il réagit, il souffre. Mais les Anglais ne souffrent même plus. C'est une différence. Ne parlons pas, bien entendu, de tout le cinéma anglo-saxon qui est truffé aussi de mots français. Donc, si l'on devait contraindre les anglo-saxons à renoncer aux mots français, ce serait un tsunami total. Si on devait leur demander de payer au prorata des emprunts, ce serait aussi un grave problème. Et pourtant, il va bien falloir en passer par là. Et c'est un cas d'école extrême, mais qui, par certains côtés, ressemble un peu à ce qui s'est passé avec la Chine et le Japon. C'est-à-dire que les signifiants français sont communs à l'anglais et au français. N'oublions pas aussi que beaucoup de mots d'ancien français n'existent plus en français moderne, mais ils sont toujours là en français, en anglais moderne. Alors, j'ai montré dans différentes vidéos, différents articles, que le phénomène était très général et qu'en plus, il était souvent une sorte de mélange d'influences du français oral et du français écrit. Vous savez que la langue française est pleine de traquenards. C'est pour ça que quelque part, emprunter au français, c'est pas de la tarte.
le français oral a ses règles qui échappent totalement à celui qui est profane. Une de ces règles, c'est notamment qu'on n'entend pas le pluriel en français. C'est pour d'ailleurs que dans mes travaux linguistiques, j'ai montré que les emprunts de l'anglais au français permettaient de mieux comprendre ce qui faisait la spécificité du français. Donc, à la différence de l'espagnol, qui est plus proche de l'anglais par ce point de vue-là, on n'entend pas en français la marque du pluriel. Comme le disait un de mes amis il y a quelques temps, la seule façon de savoir si un mot à l'oreille est français et au pluriel, c'est l'article défini. Le au lieu de les. Alors déjà qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à distinguer, même les latins, n'arrivent pas bien à distinguer le E et le E. Donc, si un mot est précédé, si un verbe est précédé, ou un mot est précédé du son et, on est dans le pluriel. S'il est précédé du son e, on est dans le singulier. Voyez-vous, c'est très subtil. Et au bout du compte, on pourra en arriver à l'idée que le français ne conjugue pas ces verbes. Je chante, tu chantes, il chante au pluriel, au singulier. Un regard évidemment assez rapide, mais quelque part, et je répète bien entendu, maison, une maison, la maison, c'est singulier, les maisons c'est au pluriel. Le mot maison lui-même n'est pas marqué. Le mot maison lui-même, si on ne tient pas compte de l'article défini, et si on est uniquement au niveau oral, il n'a pas de marqueur pluriel. À la différence, par exemple, de l'espagnol, où on dit la casa, las casas. Là, on entend le... Et donc, on comprend bien pourquoi, là, on n'est plus au niveau purement terminologique. Hein, parce que la terminologie, ça, c'est connu, c'est bien connu. On parle de la grammaire anglaise dans sa totalité. C'est normal. Comment voulez-vous à moins d'être schizophrène, comment voulez-vous qu'une langue ait deux régimes complètement différents? Il y a toujours forcément des interactions et des interférences entre le pôle français et le pôle anglais, germanique, saxon, de l'anglais. C'est normal qu'il y ait que ça contamine. Donc, que les Anglais aient développé l'idée que un adjectif ne marquait pas le pluriel, que le verbe ne marquait pas le pluriel, on voit bien que ça vient du français, ou du moins d'une certaine lecture du français qui est fausse, mais qui s'appuie sur le français oral. Autrement dit, on pourra dire, en généralisant pas mal, qu'au niveau de l'empreinte des mots, au niveau de l'empreinte lexicale, proprement dit, on a un emprunt qui est plutôt de l'ordre de l'écrit, mais au niveau de la théorie grammaticale de la langue, l'anglais emprunte une grammaire française orale, c'est-à-dire une grammaire française telle qu'elle s'entend pour le profane qui ne connaît pas l'écrit, justement. Donc, on répondra qu'il y a un marquage du français sur l'anglais au niveau lexical et un marquage du français sur l'anglais au niveau grammatical. Donc, comme ça, le portrait est complet. Et donc, l'anglais fait apparaître quelque chose de nouveau, une sorte de néo-français, mais comme j'ai appelé l'autre jour, c'est le wrong guess, c'est-à-dire qu'il a mal reconstitué le français. Et donc la question de savoir si, une fois qu'on s'est trompé, on doit corriger. Donc là aussi, il y a un autre souci pour l'anglais contemporain, c'est, enfin je plaisante un petit peu, mais enfin bon, il faut mieux présenter dans les choses qui sont quand même assez pathétiques, c'est que il a un double problème. Un, il emprunte au français, mais en plus, il emprunte mal au français. Et donc, deux questions se posent. Doit-il renoncer à ses emprunts au français? Et s'il n'y renonce pas, devrait-il
tenir compte du vrai français et pas d'un français de pacotille, comme celui qui l'utilise. Oui, où les problèmes ne sont pas, s'enchaînent les uns les autres. Si on prend le cas de l'allemand, c'est des choses assez amusantes aussi. Alors, l'anglais, effectivement, a deux catégories de verbes. Les verbes forts, irréguliers, si on peut dire, qui sont d'origine, en gros, germanique, et les verbes faibles réguliers qui se conjuguent notamment en ed au prétérite et au passé, qui sont d'origine française, avec quelques exceptions, quelques interactions, mais en gros c'est ça, sauf par exemple dans le cas de wanted. Et dans le cas de l'allemand, on sait que les verbes français qui sont passés en allemand sont passés par le biais de l'infinitif. Marschieren, limitieren, qui donne marschir, limitiert, etc. Ce sont des formes qui, entre parenthèses, ne sont pas conjuguées comme les formes allemandes. Il n'y a pas le GE au passé. On ne dit pas ge marchiert ou ge limitiert. On le dit, en revanche, semble-t-il, d'après mes sondages, en hollandais. Bon, problème. Mais dans les deux cas, c'est la forme infinitive. Alors l'autre jour, je me plaignais, si on peut dire, que l'anglais avait mis des T et des L partout, en prenant de mauvaises matrices en français, comme des matrices substantivales, comme propagation, qui va donner propagate, des choses comme ça, ou des verbes en BLE ou tout simplement en LE, par exemple totally, total, on va donner totally. Et donc le LY va être extrapolé à des mots, à des adjectifs anglais qui ne se terminent pas du tout en L. Le L étant d'origine française. Et en allemand, c'est le R qui apparaît là de manière complètement surajoutée. Puisque les adjectifs français, et d'ailleurs d'origine latine aussi, sont en R, les infinitifs français sont en R. Et donc à partir du moment où l'allemand se calque sur les infinitifs français pour former ses verbes d'origine française, eh bien, il va mettre du R partout. Donc nous, par exemple, en français, on dit « je marche ». Les Allemands, ils vont dire « ich marchiere ». Parce qu'ils vont récupérer l'infinitif français. Voyez-vous toutes les galères dans lesquelles se sont mises ces langues allemandes, anglaises ou néerlandaises. Alors, dans le cas du russe, que j'ai également étudié il y a longtemps, au niveau des emprunts français, je me souviens même que quand j'étais en 1976, je n'arrêtais pas de faire des listes comme ça de mots d'origine française, parce que je fréquentais beaucoup à ce moment-là les milieux russes en Israël. Donc je collectionnais comme ça les mots. Et dans le cas du russe, c'est un petit peu différent, parce que le russe a une déclinaison, une conjugation assez lourde, donc qui vient comme ça se greffer sur les mots d'origine française. Mais vous savez que Guerre et paix, le roman Guerre et paix de Tolstoï commence par des chapitres en français. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que l'influence du français sur toutes les langues et toutes les cultures de du nord de l'Europe, depuis l'ouest anglais jusqu'à l'est russe, en passant par la Pologne par exemple, ou même la Hongrie, eh bien, cette influence, elle se fait aussi au niveau des élites. Hein, il y a des mots, il y a des certaines... Bon, ça c'est un autre sujet, enfin, on n'en prend pas... On emprunte bien entendu des mots français, mais on parle aussi la langue française. Et on traduit aussi de la langue française. Je disais l'autre jour à quel point les traducteurs vers le russe, vers l'allemand, vers l'anglais, étaient probablement souvent tentés de
d'adapter un mot français de l'original et d'en faire un mot qui soit compris, qui soit accepté dans la langue d'accueil. Je sais qu'il y a beaucoup de mots passés en anglais, en russe ou en allemand qui sont le fait de traduction du français. Et quand on trouve un mot... Alors maintenant, et je terminerai là-dessus, tout à l'heure je disais, mais pourquoi ces gens-là ont-ils besoin d'emprunter à une autre langue? Nous savons, bon, la raison c'est le problème du consensus. Parce que normalement rien n'est plus facile quand il y a un bon consensus social d'attribuer une nouvelle signification à un mot local. On décide que désormais tel mot aura une signification supplémentaire. Point n'est besoin dans ce cas-là d'emprunter à une langue étrangère. Mais quand il y a un manque de consensus, et en ce sens-là, la langue française, la société française était probablement beaucoup plus consensuelle que la société anglaise ou la société russe ou allemande, quand il y a un manque de consensus, eh bien ça se traduit par des emprunts massifs. Parce que on va être beaucoup plus facilement d'accord sur l'attribution à un mot nouveau d'une signification nouvelle que sur l'attribution à un mot déjà connu d'une signification nouvelle. D'où l'importation massive de mots étrangers. Donc, il y a des raisons sociolinguistiques, il y a des raisons de crise culturelle qu'il faudrait essayer de comprendre et qui sont liées probablement à une difficulté du consensus. Et à ce sujet, parce que je m'intéresse beaucoup à la question de la crise du consensus, par-delà la question linguistique, à ce sujet, je dirais que c'est un autre sujet, mais ça revient. Par exemple, dans le domaine du consensus actuel culturel en France, il y a une crise qui ne passe pas par les emprunts linguistiques, quoique il y en ait certains. Comme l'a montré, il y a quand même beaucoup de mots, ceux qui vont parler, il y a pas mal de mots étrangers, mais il y a par exemple une tendance à... Pourquoi on écoute tant de musique, de chansons en langue anglaise, par exemple? Parce qu'il y a un problème de consensus en France par rapport aux chanteurs français, finalement. Pourquoi préfère-t-on écouter des œuvres classiques du XIXe siècle? Parce qu'il y a un problème de consensus pour se mettre d'accord sur les œuvres du XXe siècle et du XXIe siècle. Quand une société ne parvient pas à être consensuelle, elle se précipite soit dans l'importation de l'extérieur, d'autres langues, d'autres cultures, soit dans l'importation de cultures anciennes, qui vont de cultures du passé. Ce sont les deux solutions pour masquer le manque de consensus.